Bonjour à tous, je suis Pierre-Xavier de Marliave, directeur des programmes intra sur mesure et inter de Centrale Supélec EXED. Vous êtes nombreux ce matin à être connectés et nous sommes ravis de vous retrouver. Alors vous êtes présents car vous voulez en savoir plus sur le management d'équipe ou plus exactement comment mettre son équipe en mouvement. Cette conférence en ligne s'inscrit dans la continuité de nos deux précédentes conférences dont, dont les thématiques portaient sur la définition du chef et de son rôle. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ces conférences en ligne, elles sont disponibles en replay sur notre site web sous le titre Manager, leader ou chef et prêtre, prophète ou roi, quel manager êtes-vous? Alors nous essaierons de répondre ce matin à des questions que tout responsable d'équipe, quelle qu'elle soit, ont pu se poser. Comme par exemple, alors que décider quand rien ne se passe comme prévu? Comment déployer les talents et conduire le groupe jusqu'à la victoire? Et pour répondre à ce type de questions, interviendront ce matin pour animer ce webinaire François Bert, professeur régulier intervenant à Centrale Supélec EXED sur les sujets de gestion des hommes, accompagnement des hauts potentiels, fondateur du cabinet de conseil Edelweiss RH et de l'école de discernement qui accompagne les dirigeants en discernement situationnel. François est saint-cyrien d'origine, ancien officier de la Légion étrangère, officier parachutiste, auteur de plusieurs ouvrages et d'un livre de référence, Le temps des chefs est venu. Caroline Venn également interviendra. Caroline est directrice pédagogique, gestion des hommes et des sujets de transformation d'entreprise à Centrale Supélec Executive Education. Elle est fondateur du cabinet eWIPS et elle est certifiée en psychologie positive. Alors l'école Centrale Supélec, depuis longtemps, est reconnue pour son expertise dans le domaine des soft skills. C'est une spécificité de l'école de former des ingénieurs capables d'être à la fois des leaders, des innovateurs et des entrepreneurs. Et cet ADN se retrouve dans les programmes de formation continue que nous proposons en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Alors le leadership est bien entendu plus spécifiquement le management d'équipe est un sujet que nous insérons souvent dans nos parcours de formation sur mesure. Et c'est une thématique qui est extrêmement importante par rapport à l'ensemble des programmes que nous proposons aux grandes entreprises. Et je vais laisser Caroline Venn, directrice pédagogique, les présenter avant de laisser la parole à François Bert. Merci Pierre-Xavier. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc, un tout petit mot avant de laisser la parole à François pour vous dire qu'effectivement, c'est une thématique à laquelle nous sommes très sensibles et de longue date, si je puis dire, mais qui renouvelle son intérêt avec le sortie de crise que nous vivons aujourd'hui. De longue date, effectivement, à Centrale Supélec, de nombreux illustres prédécesseurs comme Gustave Eiffel, rien que lui, ou bien des grands fondateurs, capitaines d'industrie comme Michelin ou Bouygues, ou plus récemment tout à fait le patron de Moderna, sont des centraliens qui ont été inspirés par le fait que la technologie devait être au service de l'homme et non l'inverse, et que finalement ces hommes-là devaient être conduits par l'envie et la mission de réaliser des choses intéressantes au service des hommes. Donc c'est ça qui nous inspire, c'est ça qui nous anime, et on a trouvé avec François également un écho différent, mais tout aussi intéressant sur ces sujets-là, et c'est pourquoi je vais lui passer la parole. Mais tout d'abord, encore un dernier mot pour vous dire que ce leadership, il est en train de changer. Les hommes, ils sont en train de changer, et notamment là, au sorti de la crise, on a évidemment à repenser ce qu'on appelle couramment le dialogue managérial pour s'assurer finalement que les uns et les autres trouvent leur compte dans la façon de se réunir, dans la façon de travailler ensemble. Et cette réflexion, vous êtes nombreux ici ce matin, donc c'est que vous la posez également. Et dans nos programmes, on souhaite accompagner les collaborateurs et les managers dans ce dialogue-là pour trouver de nouvelles façons de travailler. On a tous pris différentes habitudes, des bonnes et des mauvaises, pendant cette période de crise sanitaire. On a compris qu'on était mieux à travailler chez soi, par exemple, quand il s'agissait de travailler sur des sujets continus, mais on a aussi compris à quel point ça nous manquait de ne pas nous retrouver tous ensemble quand il s'agissait de trouver de l'élan, de l'énergie
et de l'envie de faire des nouvelles choses. Et donc finalement, c'est ce bon dosage entre ces deux équilibres qui est devant nous. Et je suis sûre que François saura vous donner des pistes de réflexion utiles sur ce sujet qui est tout à fait d'actualité. François, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Immense sujet. En effet, ravi de pouvoir continuer à réfléchir avec vous dans la dynamique qui a pu être insufflée par Pierre-Xavier et Caroline et qui est toujours très riche, notamment de par nos échanges. J'aimerais, pour commencer, autour de ce sujet de la mise en mouvement de l'équipe, qui est un sujet qui peut interpeller tout le monde et amener parfois à des cas de conscience, vous raconter une anecdote de quand donc j'étais officier. Après avoir été officier de Légion, je me suis retrouvé dans un régiment du nord de la France où il y avait des sujets de management qui étaient très lourds et où il fallait qu'on prenne en compte à la fois l'état auquel les gens étaient au départ, qu'on ne pouvait pas nier parce que c'était un peu un régiment de bric et de broc avec des soldats qui revenaient de lieux divers, certains ayant été blessés, ayant des difficultés, d'autres venant même d'armes différentes. Et puis la nécessité de faire avancer tout le monde dans une bonne direction. Et donc, j'avais notamment en termes de niveau physique des gens très disparates. Et il y avait le footing du matin, et j'avais un peu deux options. C'est-à-dire que j'avais d'un côté les gens qui étaient très forts et qui voulaient courir et qui voulaient montrer qu'ils allaient grandir en performance et que leur performance individuelle pouvait être un atout pour le collectif. Et j'avais d'autres personnes qui étaient vraiment pas bons, qui avaient parfois un peu de surpoids et dont il s'agissait de s'occuper plutôt que de les laisser toujours derrière. Donc il y avait eu très souvent un peu, si vous voulez, la double tentation de soit tout le monde court lentement, du coup les meilleurs ne progressent pas, soit on va au rythme des plus forts et ceux qui sont derrière, en fait, c'est tellement loin que c'est pas comme ça qu'ils allaient s'améliorer. Et j'ai eu l'idée de faire les choses en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, j'ai mis tous ceux qui étaient en difficulté, je les ai mis devant. Et j'ai mis tout le monde derrière pour pousser. Et donc, le fait que quelque part, on soit à leur rythme de départ, mais avec un collectif qui pousse, qui entraîne, j'ai eu toutes ces personnes-là qui se sont trouvées obligées quelque part de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais ils étaient à la fois d'autant plus impliqués qu'il y avait du monde derrière eux, il y avait du monde autour d'eux. Et donc, j'ai vu ces personnes-là déjà arriver à un niveau de performance que je ne leur avais jamais vu, jamais connu. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est de voir comment ils ont tout donné à partir du moment où le collectif était autour d'eux. Et après, la question se posait de ceux qui étaient restés derrière et qui s'ennuyaient un petit peu. Et donc, à mesure que le temps passait, j'entendais que ça bavardait pas mal parce que ceux qui étaient les plus forts s'étaient un peu ennuyés. Alors là, je suis allé dans un deuxième temps. On arrivait jusqu'à la compagnie, dans le régiment. J'ai laissé mes trois en difficulté enfin reprendre souffle après avoir tout donné. Et les autres qui pensaient qu'ils allaient rien faire, je les ai emmenés sur le truc le plus idiot de la Terre, mais le plus stimulant aussi, qui s'appelle un stade, parce qu'un stade, ça n'a ni début ni fin. Et là, j'ai commencé à accélérer, jusqu'à ce que le silence soit complet. Voilà. Et puis après, on a réuni tout le monde et on est reparti dans une bonne direction. Je veux commencer par cette anecdote pour d'emblée poser cela. Il y a deux tentations. Il y a la tentation de la performance individuelle qui prime, qui met en valeur les individus, mais au détriment d'un collectif complètement éclaté dans le temps. Et il y a la tentation de la bienveillance pour la bienveillance, qui est de vouloir prendre soin de tout le monde au risque d'être toujours dans une logique de nivellement par le bas. L'astuce que je vous ai donnée, mais qui pourrait être, chacun en trouvera, c'est de voir comment on trouve toujours les conditions pour que le collectif devienne une force d'entraînement et qu'on soit ensuite capable, et c'est là vers quoi je veux arriver, d'entraîner un groupe par une dynamique collective vers un objectif commun. L'objectif commun, vous comprenez bien qu'il va à la fois être donné par le terrain, on va y venir après, mais qu'en même temps, il commence à partir du moment où chacun s'est senti déclenché individuellement
dans la dynamique collective. Le fait de faire, plutôt que d'être dans deux extrêmes, un peu une troisième voie où j'enchaînais deux temps pour que les gens se déclenchent, a permis à chacun individuellement de se retrouver imbriqué dans la dynamique collective. Alors, on va aller un peu plus loin. On peut faire dérouler le PowerPoint, petite photo d'interpellation et un sondage qui va derrière. Voilà, là, vous avez une splendide photo. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est la zone de saut de Dom-les-Bames en plein milieu du Gabon. J'ai eu la chance de sauter plusieurs fois, parce que vous voyez, c'est une clairière naturelle avant une jungle assez dense et longue. Voilà. Sur cette photo, où est le chef? Eh bien, on va enchaîner sur le sondage, justement. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. D'après vous, quelle est la place du chef? Donc, où est la place du chef dans l'équipe, de manière générale? Voilà. Bon, on est quand même assez congruent. Il y a une égalité entre le haut milieu et le ça dépend. Quelque part, donc, ce qui est intéressant, c'est que le haut milieu est le plus fréquent. Donc, on est bien d'accord. Mais la bonne réponse, c'est bien sûr le ça dépend. Le ça dépend, c'est en quelque sorte, c'est le plus important, c'est de comprendre, vous l'avez bien vu dans l'anecdote dont je viens de vous parler, c'est de comprendre en fait où est le centre de gravité de l'action. Puisque un chef, il n'est pas conditionné par un comportement individuel, comme serait celui qui court toujours en tête. C'est bien pour ça qu'être très fort en course, c'est très bien, mais un chef qui court très bien tout seul devant alors que tout le monde est éclaté derrière, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, tout l'enjeu va être, à partir du moment où on réfléchit à la mise en mouvement d'une équipe, de déterminer son positionnement, non pas de manière rigide, mais par rapport à ce que commande l'action. Et on va rentrer pas à pas dans ce sujet-là. Pour la petite histoire, il y a eu pas mal de variations. Si je réponds là précisément sur cette dimension parachutiste, il faut savoir que quand on fait ce qu'on appelle un fractionnement, c'est-à-dire quand on donne les répartitions des rôles dans l'avion avant de sauter, hein, c'est assez sophistiqué, l'air de rien. Il ne faut pas croire qu'on entasse des parachutistes en leur disant sauter, sauter. Hein. Les paras, il faut savoir qu'un saut, en gros, un avion, un Transal, maintenant c'est un A400M, ça fait du 65 mètres secondes. Donc concrètement, vous imaginez s'il y en a un par seconde, même s'il y a deux portières, on est sur même pas un peu plus d'un kilomètre, on est à 40 parachutistes étalés sur plus d'un kilomètre, sur un seul passage. Après, il faut rassembler tout le monde. On va plus vite qu'un par seconde, en général. Mais donc, il y a tout un travail à faire de manière à répartir les places, surtout s'il y a plusieurs passages, pour que les groupes se retrouvent à peu près aux mêmes endroits en fonction des passages. Premier passage, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Deuxième passage, tel groupe, tel groupe, tel groupe, etc. Donc, c'est assez sophistiqué. La règle, hein, c'est qu'effectivement, le chef de section, et a fortiori le commandant d'unité, il est au milieu de la section. Il y a toute une règle par rapport à son radio. Ça doit être plutôt lui qui sort avant. C'est son radio qui sort, vaut mieux un radio seul au sol qu'un chef de section sans radio au sol. Son adjoint est dans l'autre, sur l'autre câble, de manière à ce que s'il y en a un qui ne puisse pas sauter, son adjoint puisse sauter, etc., etc. Donc la règle, elle est vraiment qu'effectivement, par rapport à la globalité de l'action, le chef puisse être au milieu, et on est bien d'accord que c'est là où c'est le plus pertinent. Après, je vais vous donner deux cas où le chef n'est pas au milieu. C'est soit dans les cas tragiques où les gens sont tellement tétanisés qu'il faut que le chef soit devant. Ça, c'est un cas d'école. C'est le cas de Col Bézi. Col Bézi, pour ceux qui connaissent, c'est donc le dernier saut offensif français. C'est-à-dire qu'on continue à beaucoup sauter, mais en général pour de la mise en place. La dernière fois qu'un régiment français a sauté sur un lieu qui était directement
en pleine zone de crise pour avoir une action directe. Hein. Ça s'appelle quasiment ce qu'on appelle un assaut vertical. C'est-à-dire qu'un assaut vertical, on tombe directement sur le lieu. J'ai parlé à pas mal d'anciens qui entendaient les balles taper dans l'avion avant qu'il saute. Dans ce cas-là, Kolwezi, ça mettra aussi les conditions de toute mission. Kolwezi, en fait, ils ont eu les sauts, leurs parachutes. Ils ont découvert leurs parachutes, qui étaient des parachutes américains et pas des parachutes français. Ils ont découvert ça juste avant de monter dans l'avion. Donc, ils ont sauté alors qu'ils allaient sur une zone de guerre avec un parachute qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient 4 avionnages dans un seul avion, donc la plupart étaient au sol. Donc, ils étaient entassés dans 3 avions au lieu de 4 parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Et puis, enfin, ils arrivaient dans une zone complètement déréglée et ils sautaient directement sur place. Il y a pas mal de gens qui ont d'ailleurs mis un temps fou à récupérer leur section. Ça, tous les gens qui ont vu des films de guerre voient, c'est comme Il faut sauver le soldat Ryan. Là, vous voyez comment il y a certains soldats qui mettent un temps fou à retrouver leurs équipes. Dans ce cas-là, parce qu'on est dans un cas de crise majeure et où le trouble était un peu général, le chef de corps, sachant qu'en plus l'action serait directe, a fait le choix d'être en tête. Et donc, pour la petite histoire, les 2 premiers à sauter, c'était le chef de corps et l'aumônier. Le colonel Hérulin et l'aumônier, père l'allemand qui est très connu, qui a été aussi au Drakkar et qui a été dans pas mal d'endroits. Parce que dans ce cas-là, pour que l'action reprenne, il y a une exemplarité attendue particulière du chef. Mais c'est un cas, encore une fois, un cas exceptionnel. Il faut que le chef soit capable de le percevoir pour enclencher le mouvement à cette époque, à ce moment-là. Autre cas aussi, si vous prenez un peu un dispositif d'embuscade, c'est un dispositif qu'on peut considérer un peu en arc de cercle, tout va être variable, mais on va dire que quelque part, moi quand je vois le dispositif, le chef il est souvent sur la partie destruction, il est le plus en arrière possible. Tout le monde a vu ce dessin des loups. Les loups, le leader chez les loups, il est à l'arrière, parce qu'il voit tout. Donc il y a certains dispositifs défensifs notamment, hein, dans lesquels le chef est plutôt le plus à l'arrière, parce que c'est là, pareil quand j'ai fait une mission défensive, parce que c'est là qu'il a la possibilité de coordonner tout le monde. Donc, on est bien sur quelque chose qui est extrêmement mobile. Là où je vais vous amener, on va le dérouler après en 3 étapes, c'est de comprendre que mettre en mouvement son équipe, la question fondamentale, ce n'est pas avec qui, la question fondamentale, c'est vers où. C'est vers où, et à partir de là, on déroule avec qui, le comment, le quand, etc. Et que, à tout prendre, le métier fondamental de chef, quand on se retrouve dans ces difficultés-là, c'est d'être un professionnel de la direction, beaucoup plus qu'un professionnel de l'ambiance, du soin ou de l'organisation. Puisque tout, à la fin, sera lié à la capacité pas à pas à donner la bonne direction pour que le groupe se mette en mouvement. Il y a beaucoup de groupes qui se mettent en mouvement éternel. Il y a des groupes en marche, mais on ne sait pas où ils vont. Par exemple. Voilà. C'est ce que j'ai pu appeler des radeaux de la méduse heureux. Voilà. On est ensemble, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave. Bien vu déjà, premier point sur cette dimension de place du chef, elle est très intéressante à voir, c'est-à-dire que c'est vraiment le contexte par rapport à la direction qui va donner cette place du chef. Attention à des exemplarités qui n'en sont pas, où le chef est toujours devant, où il veut toujours montrer qu'il est le plus fort. Ça ne fait pas suivre les gens de savoir qu'on a un chef qui est le plus fort. Ce qui fait que les gens suivent, c'est qu'on a un chef qui sait donner les directions. Alors, je vais dérouler mon propos sur 3 petites réflexions. La première, qu'est-ce que l'autorité, justement? La deuxième, une fois qu'on a fait ça, comment m'entourer? Parce qu'on n'est pas capable de tout faire, justement. Et la troisième, c'est qu'une fois qu'on a qui on a, eh bien, quels sont les leviers humains dont on dispose pour faire croître les gens dans la bonne direction. Sur l'autorité. Sur l'autorité, l'autorité est définie souvent avec 2 écueils. Soit il y a l'autorité de la loi, qui dit, hein, on a tous connu des fonctionnaires un peu limités qui se cachent derrière la loi pour vous imposer quelque chose, en vous disant c'est le règlement. C'est une forme de lâcheté, voilà, parce que quelque part, on profite que quelque chose soit écrit définitivement pour ne pas avoir à aller plus loin. Et puis, il y a l'autre écueil, hein, c'est l'autorité de la relation.
c'est de considérer que l'autorité s'enracine sur le lien qu'on a avec les gens. Quand on s'inscrit dans une autorité liée à la relation, on risque de tomber sans cesse dans un couple maléfique qui est le couple autoritaire débonnaire. On va être tout le temps soit trop dur, soit trop gentil. On va osciller entre le méchant et le gentil et on ne s'en sort pas. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce donc que l'autorité? Je vous donne ma définition de l'autorité. L'autorité, c'est la puissance d'accomplissement de la mission. La puissance d'accomplissement de la mission. C'est-à-dire que ce qui est absolument capital de comprendre, et vous voyez du coup comment tout s'éclaire quand on cherche à savoir quel est son juste positionnement, c'est de voir que ce qui nous donne la légitimité dans l'autorité, c'est la mission et la manière dont on y concourt par étapes. Et vous comprenez bien du coup que la place du chef, elle est naturellement positionnée par rapport à la mission. Au maximum au milieu quand on développe les choses, dans certains cas à l'arrière parce qu'on peut manœuvrer de la même façon, et dans certains cas devant parce que les gens sont tétanisés et donc il faut là un courage qui embarque les gens. Voilà. Voilà, je pense d'un seul coup au capitaine du Costa Concordia. Il était le premier à fuir effectivement, donc c'était un exemple très inspirant quand son bateau coulait. Voilà, ça c'est le contre-exemple par exemple. Donc, quand on comprend que c'est la puissance d'accomplissement de la mission, il faut aussitôt définir la mission derrière. Et qu'est-ce que la mission? La mission, je donne une deuxième définition, la mission c'est l'actualisation du débouché collectif. L'actualisation du débouché collectif. Et là encore, comprenez bien pourquoi on parle à chaque fois de mobilité. Si je reviens à mon exemple de l'anecdote de Douai, mon actualisation, c'est que plutôt que d'être dans un schéma figé, je serai toujours le premier, ou dans un schéma figé, je m'occupe toujours des derniers, j'essaye d'être mobile et d'enchaîner les deux, de faire à la poussée sur ceux qui sont en fragilité, et hop, une fois que je me suis occupé d'eux et que je les ai fait grandir comme il faut, hop, je bascule sur une autre configuration pour que les autres grandissent à leur tour. Et comment après, je rassemble tout le monde pour qu'il y ait une avancée collective. C'est mobile. Actualisation du débouché collectif. Le gros problème de la plupart des systèmes de management, c'est qu'ils n'ont pas la case update. Ce qui fonde la légitimité d'un chef, c'est la case update. Envoyer, recevoir, actualisation. Comment? Sans cesse, j'actualise pour que l'avancée se fasse autour de la mission. Voilà sur les écueils et la définition de l'autorité. Dernière réflexion sur l'autorité, j'aimerais attirer votre attention sur l'écueil, l'écart qui existe entre le sens et l'intelligence de la mission. C'est que souvent, il y a des gens qui se cachent aussi derrière la mission pour ne pas avoir à faire un travail d'actualisation, justement. C'est-à-dire qu'il y a des loyautés. Il y a des loyautés au groupe, ou des loyautés au règlement, ou des loyautés à des fiches de poste, ou des loyautés à des intitulés stratégiques qui sont des lâchetés de chef. Et il y a des appartenances qui sont des refus de recherche de sens. On est tous les bras enchevêtrés, tatoués de la boîte à jamais, échange de sang pour dire oui, à jamais on va se battre pour telle chose. Ou à jamais on va continuer le processus engagé, alors même que le contexte nous dit tout le temps qu'il y a des changements à opérer et qu'à partir de là, il y a un courage à avoir pour que ça se repositionne. Le sens de la mission, c'est une dimension comment dire, morale, de rattachement au collectif. L'intelligence de la mission, c'est l'effort de discernement. J'en ai parlé dans d'autres conférences, je reviendrai beaucoup plus dans la prochaine qui aura lieu à la rentrée. Cet effort de discernement qui oblige le repositionnement de l'effort collectif. Le meilleur exemple que je puisse vous donner de ça, c'est le pont de la rivière Kouaï. Sur l'histoire du pont de la rivière Kouaï, vous voyez bien que tant qu'on construit le pont, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des prisonniers britanniques qui se retrouvent à construire un pont pour s'occuper parce qu'il n'y a pas d'enjeu, ce qui leur permet de trouver une finalité intermédiaire. Et donc le pont devient une finalité extrêmement forte en termes de développement collectif et d'appartenance. Sauf que vient un moment où le pont devient un objectif stratégique pour les Japonais. Et donc, à partir du moment où les choses se passent de cette façon-là, il faut être capable de repositionner son dispositif et de faire péter le pont. C'est le drame de cet officier qui n'arrive pas
à prendre en compte cette nouvelle situation et dont l'attachement au pont est démesuré par rapport au nouvel enjeu. Voilà. Première étape, réflexion sur l'autorité. Deuxième réflexion sur comment m'entourer. Là, vous comprenez bien qu'à partir du moment où je vous ai donné un peu la dimension d'un chef capable d'embarquer son équipe avec une fonction actualisation permanente, et donc un discernement comme qualité fondamentale, quand on est plutôt un expert qui aimons l'exhaustivité, qui aimons dérouler un plan, etc., ou plutôt quelqu'un qui adorons rentrer dans la relation de manière très, très développée, il est important de savoir combiner son énergie avec celle de quelqu'un d'autre. Donc, le deuxième enseignement de ce webinaire, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qu'est l'autorité, c'est de comprendre qu'elle va s'exercer en répartissant les rôles et que la réponse à cette complexité, ce n'est pas l'homme supersonique, mais c'est l'équipe complémentaire. Ce qui nous amène à une réflexion donc, sur ce que j'appelle l'axe vision-exécution, voilà, si tu peux, Brice, nous amener sur ce schéma-là. Voilà. C'est comprendre que à partir du moment où on a compris qu'on devait emmener le groupe, ça va se passer sur ce que j'appelle l'axe vision-exécution. Et ayez dans l'idée que l'axe vision-exécution, il est clé dans toute structure, quelle que soit la taille. Il y a toujours un moment où il va falloir pouvoir décliner une vision juste, notamment, et la direction lointaine, d'une capacité à coller à la réalité du terrain. L'exemple le plus basique que je connaisse, puisqu'on est dans des exemples militaires, c'est que toute section en progression a un binôme de tête. Dans le binôme de tête, il y a celui qui regarde au loin et celui qui regarde juste devant. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce que souvent les gens pensent, celui qui marche devant, ce n'est pas celui qui a la vision au loin, c'est celui qui a la vision devant. Pour la simple et bonne raison que devant, il y a potentiellement des mines, des pièges, des trous, et que si on crame celui qui a la vision lointaine parce qu'il marche devant, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, il faut bien que cette vision parte d'une réalité du terrain qui soit capable en permanence de coller aux événements et de faire en sorte que l'embarquement du collectif se fasse. Hein. Si on va plus loin, il y a un binôme connu que j'ai pu évoquer dans d'autres conférences, qui est le binôme Napoléon-Berthier. On peut les mentionner. Voilà, donc avec une très bonne répartition consécutive, Napoléon qui est vraiment sur la vision stratégique et tactique, et Berthier qui était son maréchal de camp et qui a fait que sans cesse les intuitions de Napoléon puissent déboucher au niveau du collectif et au niveau surtout de la réalité du terrain. Berthier était une sorte de Gemini Cricket de l'exécution qui a fait que, quel que soit le génie de Napoléon dans ses traits tactiques, si ça a pu se traduire en victoire, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui en a permis la réalité opérationnelle permanente. Donc la mise en mouvement de l'équipe dépend de cette association d'intelligence complémentaire. Il faut être capable de reconnaître ses limites et d'accepter le principe qu'il y ait des intelligences qui nous complètent plutôt que de dire j'ai tout prévu. Tout aparté là-dessus, qui me paraît, on y reviendra dans la troisième partie, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'humain, c'est un module. Et donc, voilà, ça c'est les esprits experts. Ah, il faut que je pense à l'humain, tiens, je vais passer voir l'humain, etc. L'humain, c'est un fond de marmite. Si on ne prend pas ce temps permanent, quotidien d'aller mesurer l'humain, on ne sera pas capable de choper les signaux faibles et les éléments de morale de l'équipe qui peuvent être une menace autre que celle de la direction qui vient de l'extérieur, qui est celle de l'implosion ou de la fragilité intérieure. Napoléon Berthier. Dans les structures où il n'y a pas justement ce binôme idéal, et ça arrive souvent, et vous êtes souvent dans des structures techno où il y a beaucoup de créatifs en liberté, eh bien, il faut à tout prix compenser. Donc, on arrive à la deuxième partie de l'axe. Quand vous mettez Einstein dans une boîte, ben, mettez-moi, par pitié, derrière Eisenhower, ou Patton, ou Bijard, ou Indiana Jones. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est absolument clé de comprendre, c'est que, là, encore une fois, on collera à la réalité du terrain, on embarquera les équipes, non pas en mettant des modules dans tous les sens, mais en mettant des personnalités qui sont naturellement à l'aise pour savoir faire. Hein.
pour prendre une comparaison mécanique, mais 5 pistons coalisés sans bielle, ça n'a jamais fait un moteur. Hein, si vous mettez Einstein, Nathalie et Juppé ensemble, ça plane à 10 000, c'est super, mais il n'y en a pas un seul qui sait quoi bouffer à midi, quoi. Donc, le problème, c'est que du coup, on va rester dans de la pensée pure qui va pas permettre de déboucher, et on va avoir un collectif qui va être peut-être fasciné par la pensée d'Einstein, mais qui ne va pas suivre longtemps. Hein. Je donnerai un peu, voilà, sur cet élément, une autre image que j'ai pu connaître avec un dirigeant d'une école concurrente qui avait une très belle équipe, qui avait fait de 0 à 100 personnes en un temps record. Parce que là, tout allait super bien. La difficulté, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi il était malgré lui un peu cassant, il ne comprenait pas pourquoi souvent les gens avaient du mal à s'embarquer alors que pourtant il avait tout prévu, tout décrit. Et il a fini par me poser cette question. Il m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas un livre pour traiter les personnalités? Il dit, voilà, ça c'est quand même bien une réflexion de premier de la classe. Et donc, je lui ai dit, non, j'ai beaucoup mieux, j'ai un adjoint. Et je lui ai donné cet exemple. Je lui ai dit, tu es un aigle, tu montes très haut et tu descends très bas. C'est super. Sauf que, petit problème, c'est que tu ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais derrière toi, il y a une formation d'oie sauvage en V. Donc, le problème, c'est que si tu continues à faire l'aigle alors que tu as tous tes oies sauvages qui te suivent, là, bah, très vite, ça va vomir derrière. Parce que c'est juste pas tenable de suivre ta cadence comme ça. Et donc, je lui dis, soit tu trouves le vol stabilisateur de l'oie sauvage, mais je pense que tu auras du mal parce que tu es un aigle, ça ne fera pas illusion longtemps, et puis qu'un aigle, c'est utile aussi. Toi, tu trouves une oie sauvage leader qui stabilise la formation. Et donc, toi, tu continues tes vols exploratoires qui sont utiles pour le collectif, qui sont de l'exploration stratégique. En revanche, pour que l'équipe suive à juste cadence et de manière homogène, tu trouves en numéro 2 une oie sauvage leader qui instinctivement saura le faire, qu'il soit Berthier ou Eisenhower. Vu pour cette partie-là, hein, j'insiste pas, comprendre à tout prix la manière dont on combine les personnalités et que quand il y a de la pensée pure, et bien notamment, ou de la vente pure, et bien on met derrière une intelligence managériale qui sache décider. Je n'irai pas plus loin sur la partie construction d'équipe, même si on pourra en parler très bien. J'en viens au troisième point qui est, une fois qu'on a compris comment articuler son équipe pour que le plus naturellement possible, on puisse aller le plus loin, ma question c'est qu'il faut bien faire avec les gens qu'on a, si je veux dire, et donc, quelles sont un peu les astuces pour réussir à mettre les gens en mouvement? C'est-à-dire que on a dit comment fonder son autorité sur la bonne direction. On ne pourra pas mettre en mouvement si on ne va pas dans la bonne direction, ça ne sert à rien. On s'est ensuite équipé de talents complémentaires pour que justement le collectif puisse être homogène par la démultiplication des talents dans la manière de faire. Maintenant, quand vous n'avez pas le choix et que vous devez quand même mettre en mouvement les gens, j'ai des astuces de méthode. La première grande réflexion sur cette dimension de méthode, c'est d'intégrer une chose très simple, c'est que, comme on fait souvent reposer l'autorité sur la relation, on va se mettre dans une volatilité émotionnelle qui ne va pas être porteuse. Et donc là-dessus, vous allez comprendre en un seul schéma combien il est vital, même si je vous l'ai dit dans l'introduction, de ne pas faire reposer son autorité et donc son lien humain sur la relation, mais sur la mission. Donc on en vient au schéma suivant. Voilà. Ça, la courbe bleue, c'est quand on fait reposer son autorité sur la relation. On est gentil, puis méchant, puis gentil, puis méchant. S'il te plaît, tu pourrais faire ça? Ah, t'es trop gentil. Oh, putain, mais merde, tu fous rien, là. Bouge-toi, là, c'est pas possible. Ah, ok, mais c'est parce que tu avais un problème personnel. D'accord, ok. Ah, mais non, mais ça fait 3 fois que tu me dis ça, c'est pas possible. Voilà. C'est comme le chat qui est mort 3 fois dans la cité de la peur. Voilà. Et donc, ou la grand-mère. Bon. Et donc, vous voyez, là, on est dans la volatilité émotionnelle. Hein. Et là, si je faisais un dessin un peu plus sophistiqué, là où vous mettez relation, je mets un petit chef perdu qui vomit. Voilà, parce que c'est un peu ça à la fin, ce qui finit par avoir. Voilà. Donc, là, vous avez quelqu'un qui vomit. Donc, c'est quoi la réponse à ça? Eh bien, c'est d'acter, deuxième schéma, d'acter votre avancée sur la mission.
tout s'apaise dans le juste proportionnement aux gens à partir du moment où on est axé sur la mission. Et donc, on dit aux gens, au nom de la mission, je te demande de. Je ne suis pas en train d'exiger de toi parce que, voilà, en bon chef, je me déplace et j'aimerais bien que tu adhères et voilà, tu pourrais faire cet effort pour moi. Non, toi comme moi, ce qui nous rassemble, c'est la mission. Moi, mon métier, c'est de te la rendre visible et de t'en donner un débouché clair et net. Toi, ton boulot, c'est de donner la partie qui te revient et de me ramener. Et donc, c'est sans cesse, plutôt que d'aller dans les oscillations, ramener à la mission pour que les choses soient possibles. Je vous donne un exemple de vie quotidienne basique, mais soit vous dites à quelqu'un, tiens, je vous rende tel document pour tel jour, tiens, s'il te plaît, tu pourrais faire, ouais, tu pourrais faire ça pour ça, c'est super. Le lendemain, ouais, je te rappelle que non, c'est pas bon, c'est pas possible, tu n'as pas respecté le truc, etc. Soit vous le dites comme ça, soit vous dites, OK, on est entre professionnels, on est d'accord que tous les deux entre professionnels, ce qu'on doit rendre, c'est ça. OK, c'est quoi tes délais pour toi pour que tu puisses me rendre quelque chose qui est là-haut? Tel délai, OK. Le lendemain, au délai convenu. On est bon, on n'est pas bon? OK. Qu'est-ce qui manque? Il manque ça. C'est quoi ton nouveau délai pour qu'on puisse y arriver? OK. Tu prends les moyens pour ça, tu as besoin d'aide pour ça? OK. Et étape après. On est au rendez-vous? Non. Qu'est-ce qui manque? OK. C'est quoi ton nouveau délai pour qu'on puisse être au rendez-vous? Vous voyez? Tout change à partir du moment où je formule les choses, non pas dans une logique de je te demande, je te remercie, mais dans une logique de tous les deux en tant que professionnels, comment on fait. C'est tout bête, hein, mais cette dimension de mise en forme, elle change les choses dans la manière d'avancer. Et au passage, tout le harcèlement en entreprise, le harcèlement, c'est quand il y a la voix qui commence à devenir criarde, parce que justement, on rentre dans une logique émotionnelle, et surtout si on tombe sur quelqu'un de manipulateur, il va vous faire disjoncter. Plus vous êtes factuel et plus vous êtes en train de parler de la mission, et moins vous êtes susceptible de passer dans une logique justement de surinvestissement émotionnel et de ce que ça peut traduire, soit en excès de gentillesse, soit en excès de harcèlement, soit en harcèlement tout court. Ça, c'est première réflexion générale. Quand on arrive à comprendre ça, eh bien, je vais vous donner une astuce, c'est que vous avez deux leviers fondamentaux qui sont l'intelligence de l'envie et l'intelligence de la contrainte. C'est-à-dire que soit vous avez des gens qui sont bien intentionnés, auquel cas on va rentrer au maximum dans l'intelligence de l'envie, soit on a des gens qui sont mal intentionnés, auquel cas on va rentrer dans l'intelligence de la contrainte. Deux anecdotes là-dessus. La première, c'est j'étais sur un camp dans le nord de la France, un beau jour, avec des soldats qui, pareil, ne tenaient pas vraiment la route. Et j'arrive le matin, et ce qui avait préparé ce soldat ressemblait à rien en moins bien. Ce qui veut dire pas grand-chose. J'avais deux options traditionnelles. Soit lui dire, qui peut être la tentation quand on est vraiment énervé, t'as vu ta merde, t'as vu, c'est ni fait ni à faire ce que tu m'as présenté. Auquel cas, j'ai raison sur le fond, mais j'ai tort dans l'action. Hein, au passage, vous regardez en politique, vous avez beaucoup de gens qui sont des peintres du noir. J'ai jamais vu que quelqu'un se relevait parce qu'on avait parfaitement peint le noir. Je crois qu'il vaut mieux quelqu'un qui éclaire un tout petit peu, qui donne une lueur d'espoir, qui donne une lueur d'action, qui donne un petit périmètre d'action possible, que de décrire définitivement le noir. Donc, passer son temps à dire tout ce qui ne va pas bien, ça n'a jamais fait lever quelqu'un. C'est utile, mais c'est préliminaire à la suite. De l'autre côté, vous avez les excès, les gentils. Donc, l'autre extrait, c'est de dire, mon chéri, comment ça va? Tu as bien pris ton café? Est-ce que tu te sens bien? Je vais être gentil avec lui, donc derrière, ça va suivre. Je n'ai jamais vu que quelqu'un qui cherche à vous braquer renonce à ses intentions après que vous lui ayez fait un câlin. Donc, concrètement, être gentil, ce n'est pas ce qui fait que les gens avancent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, on va le voir après, être très présent, très humain. Mais ce qui enclenche quelqu'un, c'est précisément que vous le mettiez dans l'axe de la mission. Et donc là, qu'est-ce que je lui ai dit? C'est vraiment l'astuce principale que je voudrais vous donner. Ce que je lui ai dit, c'est explique-moi ton dispositif. C'est-à-dire que je ne me suis pas positionné en haut ou en bas de la sinusoïde, je me suis mis sur l'axe de la mission. Là, c'est le triple effet qui se coule. Je l'amène d'une part à prendre conscience par lui-même qu'il y a un truc qui ne va pas. Deuxièmement, et c'est le plus important, je lui dis, je ne doute pas un seul instant que tu ne sois capable. Je t'appelle au niveau où tu devrais être, beaucoup plus que je ne passe mon temps à décrire là où tu es. Et donc, en posant sur lui un regard d'ennoblissement, un regard d'empuissancement, je l'enclenche. Parce qu'il sent par mon regard que je le crois capable et que j'engage avec lui
un dialogue de professionnel, de pro à pro. Et donc, je lui donne un espace de rattrapage, un espace de règne. C'est-à-dire un espace où il peut s'approprier par lui-même les choses plutôt que d'être dans une position de celui qu'on va contrôler. Et troisième chose, je suis dans mon lien de chef. C'est-à-dire j'exige mon dû. J'exige mon dû et on a un dialogue de chef, un dialogue managérial autour de ce dû-là. Voilà. Très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent la subsidiarité, ça ne marche pas. Je dis, mais c'est quoi pour toi la subsidiarité? Je fais confiance et je contrôle. Ah ouais, t'as tort 2 fois après. Le sujet, c'est pas de faire confiance aveuglément et de contrôler après. Le sujet, c'est d'instaurer un dialogue managérial où on donne à l'autre un espace de règne. Voilà l'effet que je veux obtenir. Explique-moi ton dispositif, comment tu vas t'y prendre. Tu me présentes ton dispositif et moi qui ai la vision du tout, je te dis si ça matche ou pas. Je te pose des questions complémentaires, tu retravailles le truc et on est dans un dialogue continu. Ni une position de lâcher prise totale, ni une position de contrôle tatillon. Les 2 positions ne sont pas des positions de chef. La position de chef, il exige son dû par rapport à la mission. Autre cas où vous avez des gens récalcitrants. Quand vous avez des gens récalcitrants qui sont de mauvaise foi, vous allez avoir du mal à les associer. Et donc là, il faut être plus intelligent qu'eux. C'est-à-dire il faut, là encore, les prendre au piège de la mission. C'est un bon piège. Ce n'est pas un piège manipulatoire, c'est un piège, au contraire, d'habileté managériale pour que les choses repartent sans qu'on se laisse ferrer dans les mauvaises problématiques. Et là, c'est le cas d'un soldat qui me plante 48 heures avant un exercice et m'oblige à m'adapter à lui, alors que tous les autres ont fait l'effort d'être toujours disponibles, ils connaissaient l'exercice depuis 3 semaines. Donc là, c'est pareil. Soit je me venge et je lui dis, ah ouais, tu m'as eu, donc tu vas voir, je me vengerai et je fais comme trop de managers, un acte de management par an le jour de l'invitation. Voilà. Soit pareil, ah bah oui, je comprends. J'adore quand tu me négliges et quand tu me maltraites. Et donc, tu viens de me, voilà, tu viens de m'entuber, mais ce n'est pas un problème. Continue surtout, il n'y a pas de problème. Dans les 2 cas, ça ne le fait pas, et dans les 2 cas, je ne peux pas être respecté non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris au piège de ce qu'auraient dû être ses bonnes intentions. Je lui ai dit, je l'ai convoqué à mon bureau, je lui ai dit, écoute, j'ai vu que tu ne pouvais pas venir à l'exercice. Tu dois être vachement déçu. Écoute, on va voir si on ne peut pas arranger le coup. Tiens, tu as rendez-vous avec Madame Intel? Allô, bonjour Madame Intel. J'ai le caporal-chef Intel devant moi et il est très embêté parce qu'il aimerait beaucoup participer à l'exercice. Vous feriez ça pour lui de décaler? C'est génial. Ah bah écoutez, c'est super, on a trouvé un arrangement et on repart. OK? Cette logique-là, comprenez bien que c'est de l'habileté et ce n'est pas de la manipulation. C'est-à-dire que ce qui me guide, ce n'est pas de me venger de quelqu'un. Ce qui me guide, c'est de résister à la manière dont il me tire vers la courbe du bas pour le maintenir sur la mission et de l'enclenchant ainsi sur la mission, de faire en sorte qu'il puisse continuer. L'étape d'après, c'est quoi? C'est que l'étape d'après, c'est que comme par mon exigence, j'ai résisté à sa manière d'esquiver et que j'ai fait en sorte qu'il soit bien obligé de continuer à coller à l'exigence de la mission, et bien l'étape d'après, c'est que s'il réussit à faire bien le job, je lui en rends tout le mérite. Parce que moi, mon boulot, ce n'était pas de vouloir, encore une fois, me venger personnellement. Mon boulot, c'était au contraire de résister pour qu'il croisse. Et qu'ayant grandi ainsi, il puisse se sentir fier d'avoir grandi grâce à ma contrainte. Voilà, on pourra revenir dans les questions. Vous voyez cet état d'esprit, intelligence de l'envie, intelligence de la contrainte. Le point commun des deux, c'est la mission. Et la règle commune entre les deux, c'est non pas considérer les gens comme ils sont, mais les appeler à l'endroit où ils devraient être. Dernier conseil avant de laisser les questions ouvertes, c'est ce que j'appelle la double posture. Il y a une erreur qu'on fait très fréquemment, qui est de mélanger le fait d'être proche des gens et d'exiger d'eux, justement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe le matin, on sert des paluches à tout le monde, et pendant qu'on sert des paluches, on dit, tiens, en fait, est-ce que tu pourrais t'occuper de ça? Est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? On perd à tous les niveaux. D'une part, parce que concrètement, ça donne quand même la légère sensation de la pommade pour ceux à qui on parle, puisqu'on est en train de leur dire bonjour et leur fourguer quelque chose. Donc, on croit difficilement à la sincérité de ce temps relationnel-là. Et d'autre part, on prend des décisions, si vous voulez, éparpillées un peu partout. En réalité, on a fini son tour, on a pris des décisions contradictoires parce qu'on a pris des décisions décentrées au fil du chemin. Ma règle, elle est très simple, c'est la double posture. Posture relationnelle, posture décisionnelle.
Quand on passe le matin ou le soir, on passe prendre soin des gens. On dit aux gens qu'ils ont une valeur en tant que personne, en tant que telle. On prend le temps de les écouter. On est sensible aux signaux faibles. C'est là le fond de marmite dont je vous parlais tout à l'heure. C'est indispensable de passer. Il y a plein de choses que vous allez choper par accumulation de passage. Ça, c'est le temps relationnel. Vous ne pourrez pas choper ce qui se passe de grave dans votre équipe si vous ne vous astreignez pas à ce temps régulier pour vous imprégner de la réalité. Ensuite, il y a le temps décisionnel. Chaque fois que vous devez exiger de vos subordonnés, vous appelez à vous. C'est à eux de se déplacer vers vous. Pas parce que vous prenez pour un nabab, mais parce que vous incarnez la mission, que vous rendez visible la flèche rouge que je vous ai dessinée là. Vous appelez à vous. Je suis sûr que si on faisait un sondage, il y a 80% des gens qui, quand ils donnent des consignes à leurs collaborateurs, vont dans leur bureau. Non. D'une part, si vous courez partout, vous n'êtes pas lisible. Et au passage, un chef, ça ne court pas. Un chef court, c'est la panique. Vous devez être calme. Donc, vous devez appeler à vous parce que vous êtes le point commun et il faut que vous gardiez les conditions du calme. Et d'autre part, le temps, quand vous appelez quelqu'un vous, la personne en venant jusqu'à vous, elle a le temps de se poser la question de quel est son positionnement par rapport à la mission. Elle a le temps de se mettre en mouvement. Et quand vous lui donnez des consignes, vous le faites au nom de la mission et sur une position où vous avez la vision du global. Retenez peut-être cette dernière image. Un chef, il est à la poignée de l'éventail. Vous voyez, l'éventail, si on prend les points qui sont à la périphérie de l'éventail, vous voyez bien qu'on se disperse. Un chef, il est à la poignée de l'éventail. C'est-à-dire que lui, il a la vision du global et il rallie tout le monde à lui. Parce qu'il incarne justement cette direction de mission. Et qu'il va faire comprendre à la personne qui est au bout de l'éventail que c'est bien son petit point à lui, mais que lui, il a la vision du tout. Et donc, quand il l'appelle à lui, c'est pour lui montrer justement son action par rapport au tout. Et ce n'est pas le chef qui se déplace sur la périphérie pour, à chaque fois, répondre à des desiderata en se laissant disperser. OK pour vous? Donc, la double posture, c'est tout bête. Si vous êtes capable de scinder les moments où vous prenez de soin, des moments où vous décidez, où vous appelez à vous, vous allez voir que d'une part, vous créez un fond de marmite très efficace et d'autre part, vous serez en capacité, parce que vous êtes au bon endroit et non pas dispersé, d'emmener l'équipe agrégée autour de vous dans la bonne direction. Et on a commencé par ça, c'est le point fondamental avant toute forme de mise en mouvement. En conclusion, je finirai par une anecdote avant d'écouter vos questions, c'est que on ne demande pas tant à un chef d'être gentil, de s'occuper de tout le monde, d'être parfait. On lui demande de commander. On lui demande de prendre des décisions. Et donc de prendre la bonne direction. Et l'anecdote, c'est qu'il y a eu un jour, pendant la Première Guerre mondiale, une section qui s'est fait décimer. Le chef s'est fait tuer, l'adjoint s'est fait tuer, etc., etc. Et donc, c'est une anecdote que racontait le général Poulet, commandait l'école d'application de l'infanterie. Et ça tombe bien parce qu'il était commandant d'unité à Colvézi. Donc, il a connu le feu là-bas. Et à la fin, il reste 3 personnes. Il y a 2 premières classes, c'est quelqu'un qui vient de passer caporal, c'est-à-dire le premier grade. C'est 3 potes. Et donc, il se tourne vers les 2, il tortille, il dit oui, excusez-moi, qui commande, parce que quand même, je viens de passer caporal. Les 2 se tournent vers lui et lui disent une chose. Ils lui disent, pour nous la paix, commande. Tu ne commandes pas pour nous parce que tu as un grade supérieur ou parce que tu as un privilège. On a besoin que tu commandes. On a besoin de quelqu'un qui nous donne la direction. On n'a pas besoin de quelqu'un qui soit gentil avec nous. Je finirai un peu cet appel à fous-nous la paix, commande. C'est le plus grand service que vous pouvez rendre à des gens pour les mettre en mouvement. Voilà, j'en ai terminé. Merci François pour ces illustrations toujours très parlantes et le fil de ton discours évidemment aussi très intéressant. Je te livre une réflexion d'un participant et qui rejoint aussi des pratiques qu'on a à Centrale Spelec, donc j'en fais doublement l'écho, qui dit que quand tu décris le lien entre vision, action, la capacité de complémentarité de l'équipe pour passer de l'intellect au terrain, eh bien, ce participant cite que c'est une bonne illustration d'un outil qu'il utilise, qui est l'outil DISC avec les forces motrices, qui est très précieux dans sa pratique. Et j'en profite également pour dire que c'est vrai que c'est un outil très précieux qu'on utilise beaucoup en formation. Et on voit avec ton expérience militaire à quel point
les images que tu donnes rejoignent aussi d'autres approches. Celle du disque est très claire pour tout le monde, hein. C'est l'approche avec les 4 couleurs, rouge, jaune, bleu, vert, qui montre la complémentarité des personnalités. On utilise aussi beaucoup, et j'en suis certifiée coach en psychologie positive, et on a plus d'une fois avec François fait le rapprochement à quel point nos points de vue pouvaient être convergents, ce qui peut paraître a priori pas forcément le cas, mais entre une approche qui est issue de ton expérience militaire et l'approche de psychologie positive, où justement on va s'appuyer sur les forces des personnes, et on va les mettre en mouvement grâce à leurs forces, c'est-à-dire en allant les chercher là où ils sont le plus à même de donner de l'énergie et d'avoir de l'énergie dans ce qu'ils font. Et là aussi, on voit qu'on peut faire des liens tout à fait passionnants entre tes exemples et d'autres approches psychologiques qui peuvent être utilisées dans différentes formations. Peut-être j'aurais une question pour toi. Donc, puisque j'ai commencé mon introduction là-dessus, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on se pose beaucoup de questions sur comment remettre en mouvement ces équipes. Et à la lumière de ce que tu viens de dire, quel serait le conseil que tu donnerais compte tenu de l'état, entre guillemets, des équipes? C'est-à-dire on a des équipes qui sont dans un état particulier aujourd'hui. Je pense qu'on n'avait jamais connu ça. Quel serait le conseil que tu donnerais aux managers d'aujourd'hui avec les équipes qu'ils ont aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Ben oui, le conseil, il est très simple et ça fait référence pour moi à une intervention que j'ai faite récemment dans une entreprise qui gérait du télétravail, notamment. Et j'ai intitulé mon intervention dans cette équipe « Recentrée sur la mission ». Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « mais c'est pas le sujet ». Je dis « vous allez voir, c'est le sujet quand même ». Pourquoi? Parce que précisément, le vertige là, dans la reprise en main d'équipe, c'est de glisser, entre guillemets, voilà, dans la dispersion de tous les desiderata individuels quand les gens vont plus ou moins bien. On arrive, il y a 2 extrêmes, c'est suivre cela, hein, et ça on verra notamment dans la prochaine séance sur ce que j'appelle le leadership centrifuge, où on prend en compte tous les desiderata, et l'autre écueil, c'est de mettre des gens dans des cases et de considérer qu'on reprend mâchoire serrée et que ça va le faire. Comment on arrive à prendre en compte un peu les états d'âme potentiels des gens tout en continuant la poursuite? C'est en faisant cet effort de simplification. Hein. Au passage, vous voyez, je vous livre cette pépite qu'on m'a donnée ce matin, que m'a donnée l'amiral Dupont, qui est associé avec moi à l'école du discernement. Il dit une phrase de Saint-Exupéry qui dit « La vérité, ce n'est pas ce qu'on prouve, la vérité c'est ce qui se simplifie ». Très intéressant. On voit que quelque chose est vrai de ce qu'il se simplifie. Eh bien, mon conseil, ce serait de travailler sur ce que j'appelle l'effet majeur, c'est-à-dire de dire aux gens, OK, c'est le brouhaha, tu as perdu tes repères, tu as un moral plus ou moins important, tu ne sais pas comment calibrer ton télétravail ou le reste. À chaque niveau, de dire, c'est où que doivent se concentrer tes efforts pour que les choses repartent et que tout soit homogène. Hein, ce travail de centre de gravité, hein, en quelque sorte. Et pour vous donner un exemple par rapport à l'intervention que j'avais faite, j'avais eu le cas de quelqu'un qui me disait, moi, mon métier, c'est d'être un spécialiste du besoin client et d'être capable de donner l'état de l'art du besoin client pour qu'on calibre notre offre. Je lui dis, c'est quoi ton effet majeur? Il me dit, c'est d'imaginer les besoins clients qu'on n'a pas vus. D'accord. Je lui dis, deuxième question, c'est la deuxième question que je vous propose de poser, c'est quoi le verbe qui te caractérise, toi? Moi, il m'a dit créer. Je lui dis, OK, très clair, ça semble aligné. Je me permets juste cette question. D'après toi, c'est vraiment là que ça se joue aujourd'hui? C'est vraiment imaginer le besoin client ou c'est plus collecter le besoin client qui est le plus important? Elle m'a dit, bon, ouais, c'est plutôt collecter. Je dis, bon, est-ce que tu ne serais pas en train de tordre le cou à la mission pour que ça corresponde à ce que tu veux toi? Ouais, OK. Bon, le télétravail, tu as la réponse. Toi, tu aimerais bien rester en télétravail éternel parce que tu veux rester peinard pour imaginer. Sauf que la réalité du terrain te convoque à aller quand même rencontrer client. Et après, de 2 choses l'une, on revient à mes thématiques. Une fois qu'on a défini ça, on adapte le dispositif. Si tu as dans ton équipe des gens qui sont très à l'aise pour aller collecter le besoin client, très bien. Tu vas les mettre en mouvement pour qu'ils le fassent et toi, tu l'imagines. Mais toujours est-il que tout se calibre à partir du moment où on voit l'effort par rapport au débouché collectif. Voilà. Une dernière question, François, parce que je vois l'heure tourner. On en a une autre dans le chat, je prends celle-là. Le commandement peut-il être
peut être compris de plusieurs manières et dans l'usage courant, il est plutôt associé à un management directif. Je le retiens comme étant décidé de la direction. Est-ce également votre point de vue? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette remarque. C'est-à-dire que, au passage, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une émission de radio que vous retrouverez avec quelqu'un qui a toute une réflexion assez intéressante sur la gentillesse et la limite de la gentillesse. Et le titre de l'émission, vous regarderez, c'est comment être directif sans être autoritaire. On ne peut pas être plus dans le thème. Comment être directif sans être autoritaire. Et tout à fait, on voit souvent le directif comme l'illustration du planificateur, et ça c'est souvent le premier de la classe qui fait des plans, qui demande à tout le monde de suivre en permanence le plan figé. Et pour moi, être directif, c'est exactement ce que vous venez de décrire, c'est être capable par étape de donner la direction. Et dans ce cas-là, commander, c'est ça. C'est donner par étape. Donc c'est une grande exigence avec le fameux bouton update, d'actualisation du débouché collectif en permanence. Pardon. Et on revient aussi sur ce que tu disais, François, dans une conférence précédente, c'est l'importance du contexte qui vient justement apporter à la direction la décision qu'il convient avec cet update dont tu parles. Je me permets de faire ce lien avec ce que tu as pu dire précédemment. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je pense qu'on est au bout et on ne voudrait pas vous retenir au-delà de 12h30, on s'y est engagé. Donc je laisse à Pierre-Xavier le mot de la fin peut-être. Merci beaucoup de vous être connectés aussi nombreux ce matin. Donc, on vous donne rendez-vous en septembre. La date n'est pas encore tout à fait figée pour le dernier épisode, je dirais, voilà, des interventions de François sur le sujet durée. Tu peux nous le… Durée dans la difficulté. Hein, Durée dans la difficulté, c'est ça. Durée dans la difficulté. Vraiment, on va rentrer beaucoup plus précisément dans les arcanes de la décision, justement, et de la manière dont on transforme un contexte en étapes successives. Voilà, donc on va vous donner rendez-vous en septembre. Ce webinaire était enregistré, donc vous pourrez retrouver le replay sur notre site web, ainsi que les replays précédents des interventions de Caroline et de François. Voilà, il est temps de vous souhaiter bon appétit et une très bonne fin de journée à tous. À très bientôt. À bientôt, au revoir, merci.